J'arrive avec une question et j'ai une super mauvaise nouvelle, je vais pas donner la réponse. Mais c'est une vraie question que je me pose depuis plus d'un an, parce que ça fait des années qu'on parle d'IA et je me pose honnêtement cette question: est-ce qu'on a les moyens de s'offrir l'IA? Alors, je vais pas rester 30 minutes sans rien dire. D'ailleurs, j'ai tellement de slides qu'il va falloir que j'accélère dès maintenant, parce que, j'ai plein de trucs à dire sur le truc et en fait, on va explorer cette question plutôt que de répondre. Donc au début, on va faire un genre d'état des lieux et dans un deuxième temps, on va essayer, de faire de la prospective, pour, voir quel chemin pourrait nous mener où et sur ces chemins, quels sont les obstacles qui pourraient nous gêner, nous empêcher, de réussir. Donc voilà, ça c'est moi, ça fait des années que je fais du numérique, ça fait même 45 ans que je fais du numérique. J'ai travaillé chez Netscape. Alors j'ai mis le logo juste pour faire frémir les vieux, parce que le logo Netscape, normalement, ils ont des petits trémolos dans la voix. J'ai longtemps travaillé, 17 ans chez Mozilla, et maintenant je suis chez Octo. Et pendant tout ce temps-là, j'ai écrit des choses, puis après je me suis mis à faire des podcasts, et récemment je suis retourné à l'écrit, puisque j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Vélorutopia, qui est une nouvelle utopique qui se passe en 2050 dans un pays où on aurait réussi à prendre le virage climatique. La lecture est gratuite, je vous encourage à y aller. Vous devez en plus vous payer des bonnes tranches de rire si tout se passe bien. Et parallèlement, je travaille bénévolement pour des institutions qui sont listées là, du Conseil national du numérique, le comité de prospective de la CNIL, et récemment le W3C. Alors déjà, on va commencer. L'IA générative, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Ça génère du texte, des graphiques, des photos, de la musique, des vidéos. On peut lui parler, on peut lui poser des questions. On a l'impression qu'il sait tout. Parfois, il ne sait pas, mais il nous dit qu'il sait. Et il peut même nous lire ce qu'il nous dit. Et donc, c'est aussi un formidable outil d'accessibilité, parce que si on ne sait pas bien écrire, eh ben, il va écrire à notre place, il peut nous écouter. Si on a du mal à lire, il va nous lire ses résultats. Et puis, c'est un outil d'encapacitation, en ce sens que moi, je suis nul en dessin, mais il sait faire des dessins à ma place, et plein d'autres trucs. Du code, éventuellement. Avec une possibilité que j'entrevois, et peut-être que je me méprends, mais je me demande si c'est pas en train de devenir une interface unique pour tout, un peu comme le smartphone l'est depuis presque 20 ans. Est-ce que c'est pas le truc où on va et on pose tous nos problèmes, on les lui déverse et il nous donne des réponses, et au point même que OpenAI récemment a annoncé qu'il mettait des applications dans ChatGPT interfacées directement au sein de ChatGPT. Finalement, ChatGPT est peut-être en train de devenir une plateforme pour des applications. Et ça change tout en termes de produits. Alors avant, on parle tellement d'IA et on ne sait pas de quoi on parle vraiment. Alors moi, je parle d'IA générative et plus précisément des LLM, donc ce qui est en noir à l'écran, qui vient, et c'est ça le truc un peu qui a émergé récemment, hein. Je vous rappelle, ChatGPT va fêter ses 3 ans la semaine prochaine. Donc 3 ans, ils ont déjà 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Quand même du délire. Jamais aucun produit n'a atteint une telle masse en si peu de temps. Donc les gens se précipitent là-dessus. Mais en fait, ça va s'appuyer en termes technologiques sur des choses qui sont aussi du domaine de l'IA, mais qui sont plus anciens, comme la vision, le travail sur le langage, le travail sur la parole. Et donc, je vous parlais donc de ChatGPT, qui est complètement irrésistible. Et pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y a plein d'individus qui n'ont pas tellement envie d'y aller, mais ils se disent qu'il faut y aller parce que sinon, mon collègue Bob, il va s'y mettre, et le jour où l'IA va abîmer notre boulot, nous faire des réductions d'effectifs, et ben là, Bob, il va rester parce que lui, il s'est mis à l'IA et pas moi. Et au niveau des patrons des boîtes, c'est il faut que j'aille sur l'IA parce que si jamais mes concurrents, ils y vont et qu'ils trouvent des trucs géniaux, et ben moi, je vais perdre mon job. Et donc tout le monde y va.
d'où les 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT par semaine. Et là, sur LinkedIn, où c'était très important sur LinkedIn de dire qu'on fait de l'IA, j'ai un peu l'impression que c'est devenu d'ailleurs le seul truc à dire. Je lis un jour, ça a été écrit par quelqu'un, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oh, c'est formidable, l'IA, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est votre imagination. Sauf que non. En fait, faut être clair, l'IA, ça n'existe que sur la planète Terre, probablement. Et si ça existe sur la planète Terre, ça existe dans un monde qui a ses limites. Il y a un concept scientifique qui s'appelle d'ailleurs les limites planétaires. Les scientifiques, c'est marqué, parce que moi j'ai tendance à citer, par exemple Richardson et compagnie, ils citent en fait ces sites planétaires qui sont un petit peu comme les constantes vitales de la planète. Et on vérifie que les constantes vitales sont dans la norme. Alors, chez les humains, on va regarder votre température, on va regarder votre pression sanguine, on va regarder la chimie du sang, etc. Et on a un certain nombre de trucs et on regarde si c'est bon ou si c'est pas bon. Ben, sur la planète, c'est à peu près pareil. Alors au début, ils avaient 7 limites planétaires, et puis après, ils en ont rajouté. Et donc, il y a des fourchettes dans lesquelles il faut être. Fourchette, c'est-à-dire qu'on va utiliser des ressources qui peuvent être régénérées par les écosystèmes planétaires. Et si on dépasse cette extraction de ressources, ou on abîme trop ces ressources, et ben là, on ne peut pas revenir en arrière facilement, ou ça va prendre des années. Donc voilà les 9 limites planétaires actuelles. Et on va voir ce que ça donnait en 2009. Et ben en 2009, il y avait 7 limites connues, et il y en avait 3 qui étaient dépassées. En 2015, 4 étaient dépassées. En 2023, 6 étaient dépassés. Et là, on vient tout juste de dépasser la 7e, qui est l'acidification des océans. Ici, là, on a un petit peu de rouge, là, maintenant, depuis quelques semaines. Donc, ça ne va pas dans le bon sens, en gros. Et une de ces limites, c'est le changement climatique. Alors là, je ne vais pas vous bassiner là-dessus, parce que le changement climatique, on en a largement entendu parler. Pour résumer en 2 secondes, c'est des événements météo extrêmes qui sont plus fréquents et plus puissants. Donc ça, c'est un des impacts de l'IA, on va le voir un petit peu plus loin. Ça, c'est un schéma qui est super important. C'est comment ça se passe au niveau du changement climatique. Alors j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que si on n'avait rien fait en termes de politique, on serait dans cette zone rose qui nous emmène vers un réchauffement de 4 à 5 degrés, catastrophique, littéralement des milliards de morts. Mais on n'y est pas. Ouf! La mauvaise, c'est qu'il faudrait qu'on soit là, éventuellement ici, entre 1,5 et 2 degrés. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est là, entre 2,5 et 3,1 degrés. Et que, nouvelle mauvaise nouvelle dans la mauvaise nouvelle, grâce à Trump et compagnie, en fait, les estimations, elles remontent à la hausse. Ici, parce que, évidemment, quand on dit drill, baby drill, ça a des conséquences. Deuxième mauvaise nouvelle qui, elle, est beaucoup moins médiatisée et qui est au moins aussi importante, c'est l'effondrement de la biodiversité. Là, vous avez une courbe. En gros, on voit que 70% des espèces de vertébrés sont mortes depuis 1970. Alors, c'est pas. Alors, certains d'entre nous n'en ont rien à cirer des bébés pandas et des ours blancs. Et bon, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, je peux vivre avec. Le souci de la biodiversité, c'est surtout que les écosystèmes, grâce à la biodiversité, nous fournissent des services qui nous permettent d'avoir de la nourriture, de l'air sain et de l'eau potable, et de dépolluer l'air. Et si on ruine la biodiversité, en fait, on abîme l'endroit où on vit, et ça réduit nos chances, en tant qu'espèce, de survivre sur le long terme. C'est un très mauvais calcul, pour rester poli. Alors, quel rapport entre limites planétaires et déploiement de l'IA, vous allez me dire? En fait, c'est très simple. Quand vous
creusez des mines, quand vous construisez des data centers pour mettre des GPU, quand vous fabriquez des serveurs avec des GPU dedans, eh ben, en fait, vous allez en premier artificialiser des sols. Et vous allez consommer énormément d'eau. Mais alors, genre énormément. La nouvelle usine TSMC de Taïwan, qui est en cours de fabrication, a prévu de consommer 100 000 tonnes d'eau par jour. Pour une usine, ils en fabriquent 4, et ils ont 25 usines qu'ils ont déjà fabriquées. Ça, c'est pour fabriquer des GPU. 100 000 tonnes d'eau par jour pour une usine. Donc forcément, j'oubliais, Taïwan est en sécheresse depuis 4 ans. Donc ils ne peuvent pas arroser leurs rizières, par exemple. Juste ça, alors qu'ils sont quand même menacés par la Chine, c'est assez gênant. Et en plus, tout ça fait du changement climatique, parce que quand Elon Musk fait des data centers qui sont alimentés en électricité par des turbines à gaz qui se comptent littéralement par dizaines, eh ben, évidemment, ça fait du changement climatique. Et ces 3 choses mises ensemble, vont réduire la biodiversité. Et là, ce que vous voyez finalement, c'est l'humanité avec l'IA qui est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise collectivement. En fait, on l'avait déjà commencé à le faire avec le capitalisme, mais là, l'IA, c'est un petit peu les mecs qui débarquent avec une tronçonneuse en disant « Je peux accélérer le processus, chef, j'y vais ou pas ?» Et on est 800 millions à suivre. Alors, il y a d'autres impacts sociétaux dont on ne parle pas beaucoup, que d'aucuns diraient qui ne sont pas importants, qui arrivent en amont. Par exemple, les mines. Oui, quand il faut trouver des minerais, on fait des mines. Et on ne les fait pas chez nous, en région parisienne ou en métropole. On les fait loin. Et donc, on s'en fout. Mais je ne sais pas si on devrait. En tout cas, là, vous avez des mines industrielles, vous avez des mines artisanales. Et dans les mines artisanales, on fait aussi travailler des enfants. Et aussi, forcément, les endroits où il y a ces mines, c'est super intéressant financièrement de s'y intéresser et de contrôler le territoire. Et là, je vous encourage à voir par exemple le témoignage de David Maenda Kitoko sur ce sujet. Il est frappant. En amont, il y a aussi la problématique des data workers. C'est-à-dire que les IA, en fait, il faut les entraîner, il faut les préciser. Et donc, en fait, vous avez toute une génération de jeunes diplômés en Afrique anglophone qui passent leur temps à faire des jobs complètement décérébrants, du genre à relire des phrases, à réécrire des phrases, à détourer des canards, des planches à voile ou des voitures dans des photos pour apprendre, pour annoter des images pour l'IA, ou à regarder des vidéos de décapitation ou de viol et en dire « Ah non, celles-là, il ne faut pas les publier ». Et donc, il ne faut pas les accepter de les générer si l'utilisateur les demande. Et ça, forcément, ça abîme des vies, quoi, et ça gêne l'économie locale, parce que ce n'est pas comme s'ils faisaient quelque chose de productif derrière. En aval, c'est-à-dire après la diffusion de l'IA, on a d'autres soucis, qui est la problématique des fausses informations. Donc là, par exemple, une fausse arrestation de Donald Trump. Alors, c'est bizarre parce que déjà, on voit que c'est fait par l'IA, il y a beaucoup trop de jambes. À se demander d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ne sont pas tous en train de danser le twist. Bon, mais depuis, l'IA a fait donc évidemment, il n'y a pas eu d'arrestation de Trump comme ça. C'est une fausse information. Mais ça devient de plus en plus difficile de reconnaître la vérité. Et quand on ne sait pas ce qu'on peut croire, Hannah Arendt, qui travaillait sur le sujet, disait « Avec un peuple qui ne sait pas ce qu'il peut croire, on peut tout faire avec lui ». Il y a un autre impact qui est la reproduction des biais humains. Oui, s'il y a des biais humains, s'il y a du racisme dans la donnée, en fait, après, l'IA, elle est raciste. C'est ainsi que vous voyez cette illustration où sur une main blanche avec un outil, on reconnaît que c'est une main et que c'est un outil. La même main en noir, l'IA pense que c'est une arme de poing. Et pourtant, c'est la même photo. À dire vrai, c'est une main noire au départ qui a été blanchie pour pouvoir faire la comparaison. Autre impact qui est sur l'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à un moment où tout le monde a pris l'habitude de demander les réponses à l'intelligence artificielle? Ça ne veut pas dire que l'IA est incompatible avec l'apprentissage. Il y a des tas d'exemples d'IA qui aident à apprendre.
d'IA qui peuvent être des professeurs pour aider individuellement des élèves, là où un professeur humain n'aurait pas le temps de le faire. Et ça pourrait être très bien. Mais si jamais vous faites les devoirs à la place, enfin les faites faire par l'IA, eh bien évidemment, vous apprenez pas, vous coltinez pas la difficulté d'apprendre et de vous confronter à l'absence de savoir et comment vous apprenez. Et si vous faites pas ça, eh ben, vous apprenez moins bien. Ce qui m'avait fait rire dans cette citation, c'est faire ses devoirs à ChatGPT, c'est comme aller à la salle avec une grue. Bah ouais, vous allez soulever les poids, mais vous n'allez pas gagner des muscles. Alors celle-là, c'est peut-être ma préférée. Donc ça, c'est Bernard Stiegler, philosophe, décédé en 2020, qui disait qu'en fait, en reprenant une définition marxiste du prolétariat, eh bien en fait, c'est les gens dont le savoir-faire a été externalisé dans une machine. Alors sur la gauche, vous voyez un métier jacquard, qui était la première machine automatique, où en fait, la fileuse qui était capable de faire des motifs sur un tissu, eh ben, s'est vue dépossédée de ce savoir-faire parce qu'on l'a mis dans des cartes perforées. Ça a été inventé en 1802, le métier jacquard, et ça a été d'ailleurs tout le mouvement des Ludites, etc. Les gens qui ont balancé les métiers jacquard dans le Rhône à Lyon, c'était pour se défendre de ça. Et en fait, on se pose la question, est-ce qu'avec l'IA, on n'est pas en train, à force de lui déléguer des choses, d'arrêter d'apprendre, on lui donne tout le savoir et on passe en mode automatique? Ça pose des soucis. Et peut-être que ça se voit, en tout cas c'est la thèse de ce chercheur de Stanford, qui dit, regardez, avec l'introduction de ChatGPT, on commence à voir une baisse drastique de certains étudiants. Alors ça, c'est les plus jeunes, hein, 22, 25 ans, et là, c'est 26, 30 ans, pour des métiers de développement de logiciels. Mais oui, parce que vous prenez un développeur senior, vous lui donnez une tâche, il a confié à l'IA, il va prompter intelligemment et il va vérifier que l'IA donne du travail de qualité. Et au moment où il prompte, il va être capable de dire attention de ne pas faire ceci, assure-toi que tu fais cela, etc. Parce qu'il sait, il a déjà fait, il a déjà appris. Alors que le junior, beaucoup plus innocent dans sa pratique, on va dire pudiquement, eh ben, il va prompter comme il peut. De toute façon, il n'y connaît rien, il est junior. Et après, ça sort quelque chose qui est beaucoup moins bien. Et il ne peut pas le voir parce que de toute façon, il est junior, vu qu'il ne sait pas quelles sont les erreurs qu'il a pu faire par le passé, puisqu'il n'en a jamais fait. Donc ça, c'est ce qui nous amène à cette question, pardon, que j'oubliais, comment est-ce qu'on forme des seniors si dès aujourd'hui, on commence à plus embaucher de juniors? C'est-à-dire quoi, dans 15 ans, il n'y a plus de seniors? Et en fait, on a complètement donné les clés à l'IA sans le vouloir? C'est possible. C'est un des dangers que je voulais mentionner aujourd'hui. Et enfin, problème, c'est la consommation électrique. Donc ça, c'est une simulation faite par Deloitte qui dit, en gros, au minimum, on multiplie par 4 la consommation électrique des data centers avec l'IA, et au mieux, ou au pire, je ne sais pas, on multiplie par 9,3. Le souci, c'est quand même, on est dans un contexte où je vous ai déjà parlé du changement climatique, et donc il y a des tas de choses qu'il faudrait arrêter de faire, dont brûler des carburants fossiles, évidemment, et en particulier avec la mobilité individuelle et avec l'industrie. Ah oui, il faut arrêter de mettre du charbon dans les usines, il faut mettre de l'électricité. Et aujourd'hui, on n'arrive déjà pas à alimenter les nouveaux data centers, par exemple dans la data center LA près de Washington DC. Il faut jusqu'à 7 ans pour un nouveau data center pour obtenir de l'électricité. Et à l'heure de l'IA, 7 ans, c'est monstrueux. Alors, on va quand même passer, maintenant qu'on a vu ce panorama de tout ce qui pourrait aller mal, on va essayer de passer aux solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y en a une que je voulais poser initialement qui est, en fait, il faut réguler. Le sujet est tellement compliqué que j'ai décidé de l'esquiver parce que je n'ai pas le temps. Alors, on va passer directement à la possibilité de faire de l'IA responsable. Ça pose 2 questions, ou 2 sujets plus précisément. Première question, c'est à quoi ça ressemble? C'est quoi l'usage responsable de l'IA?
Qu'est-ce qui est responsable? Qu'est-ce qui n'est pas responsable? C'est quoi la boussole? Et la deuxième question, c'est qui est responsable de faire de l'IA responsable? C'est le PO. Ben oui, c'est quand même lui. C'est lui qui à un moment va dire: «Attendez, là, ce qu'on fait, c'est responsable ou là, c'est pas responsable. Et pour être responsable, il faut aller dans cette direction-là ou pas dans cette direction-là». C'est pas le data scientist, c'est pas l'utilisateur qui est complètement paumé, c'est le PO par défaut. Alors, déjà, il faut savoir que dans les algorithmes de data science, pour trouver des mêmes résultats, mais il y a le choix entre plein d'algorithmes. Là, il y a une étude qui a été faite où on voit que pour avoir des résultats à peu près identiques, de l'ordre de entre 98 et 99%, il y a 3 méthodes qui donnent des résultats corrects. Les réseaux neuronaux, donc la base des LLM, ça marche très très bien. Meilleur résultat, 98,81. Mais alors, une empreinte énorme. Alors que derrière, la régression logistique et le random forest donnent, dans ce cas présent, des résultats qui sont complètement comparables, mais qui consomment respectivement, je crois que c'est 13 et 19 fois moins. Donc en fait, il faudrait, quand c'est possible, se tourner vers ce genre d'algorithmes qui sont beaucoup moins consommateurs. Alors on voit que le Berdoni NB fait encore moins, mais seulement les résultats sont significativement moins bons, et donc on l'a retiré de la solution. C'est en fait donc choisir, c'est peut-être ça en fait, c'est choisir le bon outil algorithmique pour le résultat qu'on attend, avec le bon niveau de qualité et la bonne consommation. Alors on va aller plus loin, et je suis allé en parler à mes camarades d'Octo, et on est arrivé à quelque chose comme ça, c'est-à-dire faire un genre d'étiquette énergétique du type de solution technologique utilisée. Alors si vous faites des trucs hyper classiques, des applications, ça consomme peu, c'est formidable, on sait ce qu'on fait déjà, des trucs non critiques, envoyer des emails, etc. Et puis plus vous descendez, plus c'est des choses compliquées et consommatrices, jusqu'à arriver au large language model, les LLM. Et à ce moment-là, on met en face des cas d'usage, par exemple, des réseaux de neurones, je veux bien, mais ok, il faut que ça sauve des vies. Et alors des LLM, ok, je veux bien, ça consomme énormément, bien beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais à ce moment-là, on le met en correspondance avec des choses, par exemple la sécurité des personnes ou la santé à très grande échelle. Et là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser de LLM ou jamais faire d'IA. Non, mais c'est l'utiliser pour des choses qui sont en rapport finalement avec l'empreinte que ça amène. Bon, l'inconvénient, c'est que trop souvent, on voit des gens qui mettent leurs emails dans ChatGPT pour les faire relire. Et là, c'est un peu dommage. Et effectivement, c'est l'obstacle que je pense est majeur à ce niveau-là, c'est que les gens en général n'ont pas été formés correctement au numérique. On a tous appris à l'arrache, ah mais il faut aller sur Google pour avoir une réponse. Alors, on cherchait sur Google. Et j'ai peur que, avec l'attrait des LLM, ça devienne, ah mais il faut demander à ChatGPT. Et on le voit justement parce que ChatGPT fait des réponses sur mesure, gratuitement, en audio ou en texte ou en image, depuis n'importe quel appareil, depuis un PC avec un navigateur ou depuis une appli sur son smartphone. Et j'ai peur qu'en fait, les gens ne se posent pas la question de est-ce que c'est raisonnable de demander l'heure à ChatGPT et le fassent. Et j'ai un petit peu peur aussi que les développeurs fassent pareil. C'est-à-dire que le développeur se dit ouais, en fait, c'est bon, j'ai une API vers un LLM, tous mes problèmes, ça va consister à envoyer ça au LLM. Et que le LLM soit la réponse unique aussi pour toute question que se posent les développeurs. Tu as un problème de facturation? Demande un LLM. Alors qu'en fait, une facture, ça se fait avec des moyens algorithmiques classiques. Alors,
une autre approche, c'est est-ce qu'on peut optimiser l'IA? Est-ce qu'on peut avoir le même niveau de résultat en consommant moins de ressources? Et la réponse est oui, mais pas tout de suite. Pourquoi pas tout de suite? Parce que on optimisera après la bulle. Faut être clair, aujourd'hui, on est dans une bulle de l'IA. Ça fait au moins 6 mois que je le dis, et maintenant les gens commencent à être d'accord. Ah ouais, on est dans une bulle. Ouais, c'est vrai que là, quand même, 500 milliards à dépenser comme ça, c'est peut-être beaucoup, quoi. On est clairement dans une bulle spéculative, et à un moment, ça va s'arrêter. Je ne sais pas comment ça va s'arrêter. Je ne sais pas si ça va être brutal, sanglant ou pas. J'en sais rien. Je pense que l'IA va perdurer au-delà de l'éclatement de cette bulle. Seulement, une bulle, c'est un petit peu comme les chaises musicales, avec 2 chaises au milieu et 100 personnes qui tournent autour. À un moment, les musiques s'arrêtent, tout le monde flippe, et il n'y a que les 2 qui sont le plus devant qui ont le temps de s'asseoir. Donc la priorité principale pour tous les acteurs de l'IA aujourd'hui, c'est être dans les 2 premiers. C'est pour ça que l'optimisation ne peut pas se faire maintenant. Ce qu'il faut, c'est être au top maintenant. L'optimisation, ah oui, alors une fois que la bulle aura éclaté, une fois que les actionnaires vont nous demander de l'argent, là oui, on va comprendre, on va revenir à des choses un peu plus saines. On va se dire, c'est vrai, un client, ça doit rapporter de l'argent, on doit faire une marge. Ah oui, une marge, j'avais oublié le concept. Donc, il faut gagner des sous sur le client. Ben oui, parce que là, tu vois, déjà sur les abonnements pro de chez ChatGPT, à 200 $ par mois, ils perdent de l'argent. Faut le savoir, ça. Hein. Donc, l'abonnement à 20 $ aussi, et l'abonnement gratuit, ah bah oui aussi, oui, forcément. Donc, ça ne peut pas durer indéfiniment. Et là, donc, l'optimisation sera essentielle parce qu'il va falloir que fournir le service revienne moins cher que ce qu'on facture aux clients. Alors, deuxième approche qui me paraît très prometteuse, là on est dans la prospective. Hein. Aujourd'hui, on voit émerger des small language models. Je suis désolé, cette photo est vraiment exécrable. Mais là, vous aurez reconnu peut-être un Compaq Desk Pro des années 90, faisant tourner Windows 98. Là, on est carrément dans l'archéologie numérique. Et ça fait tourner un modèle qui s'appelle Llama, fait par Meta, qui est un LLM. On peut faire tourner des LLM sur des machines qui sont petites et anciennes. Donc, on pourrait faire tourner plus largement, en gros, des LLM sur des smartphones. C'est déjà le cas, mais le faire de façon plus efficace. Et l'intérêt, c'est que du coup, on ne va plus envoyer des calculs énormes à faire en data center qui consomment énormément d'énergie, de GPU, etc., mais les faire en local. C'est ce qu'essaye de faire Apple avec un succès mitigé pour l'instant. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Hein. Je vous rappelle qu'on fait de la prospective, c'est une possibilité. À mon avis, elle mérite d'être visitée. C'est assez intéressant. Avec un inconvénient, toutefois, c'est que, là, c'est les courbes, respectivement, du marché du PC, qui se casse la figure depuis 2011. Ça fait longtemps, hein, 2011. Hein. Et là, c'est les smartphones qui se cassent la figure depuis 2016. Bon, allez, je vous laisse, 2017. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ça fait des années qu'ils crèvent de faim, et ils ont super envie de nous vendre des nouveaux matériels sous prétexte qu'ils sont compatibles IA. Ce qui est déjà le message marketing d'Apple sur l'iPhone, alors que non. Et de Samsung, là un peu plus, oui. Et donc, si on se met à faire de l'IA décentralisée, il faudra faire super attention à ce qu'ils ne se mettent pas à nous fourguer des nouvelles machines toujours plus puissantes, toujours plus dopées à l'IA chaque année. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, en gros, aujourd'hui, dans l'empreinte environnementale du numérique, 50%, c'est la fabrication du terminal. Donc en fait, c'est là où on a le plus gros levier. Le réseau, c'est ce que 4%, et le calcul en data center, c'est 46% de l'empreinte. Autre possibilité, alors ça là, attention, plus on va, plus c'est délirant. On pourrait faire du numérique analogique. C'est plus du numérique binaire,
c'est du numérique analogique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on fait de l'IA avec des GPU parce qu'on a des GPU. Mais aujourd'hui, il y a des startups qui font des circuits analogiques et qui disent on peut faire du calcul analogique. De toute façon, un réseau de neurones, ça n'a pas besoin d'une grande précision. Et donc, le calcul analogique peut suffire. Et il se trouve qu'en électricité, on a deux lois. La loi d'Ohm qui sait faire des multiplications et la loi des nœuds de Kirchhoff qui sait faire des additions. Et c'est cool, parce qu'en fait, des LLM, c'est des réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux, c'est essentiellement de la multiplication de matrices. Et la multiplication de matrices, c'est énormément de multiplication et d'addition qui sont faites en parallèle. Donc si on commence à faire du numérique analogique, on va peut-être se mettre à diviser par 10 la consommation des puces. En tout cas, c'est les promesses que font les startups aujourd'hui, qui, comme chacun sait, n'engagent que les actionnaires qui y croient. Et enfin, la dernière, alors celle-là, elle est spéciale dédicace pour ceux qui fument de la drogue ou qui lisent de la science-fiction dystopique, mais c'est utiliser des neurones humains, biologiques, des vrais neurones humains, à base de cellules souches. Hein. On n'est pas en train d'aller kidnapper quelqu'un dans le métro pour lui revirer le crâne pour avoir des trucs, je vous rassure. Enfin, du moins, ils disent pas qu'ils font comme ça. On fait... Ça s'appelle du wetware, en fait. Et donc, c'est des ordinateurs biologiques, plutôt des réseaux de neurones biologiques qui tourneraient là. Et donc, tout ça permettrait une optimisation avec, c'est mon dernier slide, je sens qu'ils sont à deux doigts de venir me chercher avec la camisole. Mon slide de conclusion, c'est qu'il faut faire attention à l'effet rebond. Si on se met à optimiser, et on l'a vu dans l'histoire depuis plus de 2 siècles, si on se met à optimiser, eh bien en fait, ça coûte moins cher d'utiliser une ressource. Et donc le Jevons, dont Olivier Hamon parlait ce matin, qui est en photo ici, enfin en lithogravure, pardon, ici, il a fait ça sur le charbon. Il s'est rendu compte que les machines à vapeur consommaient de moins en moins. Et du coup, on va consommer moins de charbon? Pas du tout. Ça consomme de moins en moins une machine à vapeur? Alors on a commencé à en mettre partout. Et donc, la consommation du charbon a augmenté. Elle continue d'être stable encore aujourd'hui parce qu'en plus, on a rajouté le gaz, le pétrole, l'éolien et le solaire. Donc, méfions-nous, si on optimise, l'effet rebond guette et il faudra être très vigilant sur le sujet.